à tous, soyez les bienvenus à cette webconférence Pure Essentielle. Aujourd'hui, nous allons parler de prévention et de traitement, notamment grâce à l'aromathérapie et à la phytothérapie. J'ai la chance d'accueillir le docteur Franck Gigon. Bonjour Franck. Bonjour Romain. Le docteur Gigon est phytothérapeute, aromathérapeute. Il a enseigné une dizaine d'années au Duménat à Paris. Et je suis Romain Rancet, je suis responsable de la formation chez Pure Essentielle. Docteur Gigon, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du rôle important, voire fondamental, des muqueuses nasales? Bien sûr, en fait il y en a plusieurs. Il y a déjà un rôle de climatiseur car cette muqueuse nasale nous permet de réchauffer et d'humidifier l'air froid qui vient de l'extérieur. Elle a également un rôle de filtre, c'est-à-dire qu'elle nous permet de nous débarrasser des particules étrangères en suspension dans l'air. Elle a bien sûr cet effet de barrière anti-infectieuse pour nous protéger des agresseurs bactériens, viraux, etc. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que finalement, quand une muqueuse est altérée, eh bien, elle fragilise l'organisme qui devient plus vulnérable aux diverses agressions que peut constituer, par exemple, les rhumes, les rhinopharyngites ou, par exemple, ce qui serait la rhinite allergique. Et donc, tout l'intérêt finalement de l'hygiène nasale, ça repose sur cette fonction de préservation de la muqueuse nasale en protégeant les voies respiratoires supérieures et même inférieures. Et donc, il faut comprendre que ça permet de diminuer le temps de contact des impuretés qui sont collectées par l'air, mais au-delà de ça, ça permet aussi de diminuer conséquemment les risques d'inflammation. Et donc, ce que vous avez à l'image, vous avez sur la partie de gauche une muqueuse nasale complètement altérée, dans laquelle on peut voir des inclusions comme des impuretés, des particules de pollution, des allergènes, des virus, des bactéries. Et quand on procède à un nettoyage et une humidification de cette muqueuse nasale, eh bien, on va tendre vers une muqueuse la plus saine possible. Docteur Gigon, on sait qu'une majorité de Français ne se lavent pas le nez quotidiennement, il n'y a pas vraiment un geste autour de l'hygiène nasale. On sait que c'est fondamental pour les nourrissons par contre. Est-ce que vous pouvez nous dire si finalement cette hygiène nasale ça pourrait être bénéfique à l'ensemble de la population? Oui, ça devrait concerner la totalité de la population des âges extrêmes de la vie, donc du bébé jusqu'aux personnes âgées. Bon, on sait déjà très bien que les Français n'ont pas cette habitude de se laver le nez, ça c'est une évidence. Mais au-delà de ça, il faut imaginer aussi qu'on fait déjà 2 à 4 rhumes par an et par personne. Donc l'hygiène nasale pourrait nous protéger en quelque sorte, nous préserver de ces rhumes qui viennent chaque année. Nous avons aussi le phénomène allergique qui concerne un maximum de personnes et on sait qu'il y a une forte prévalence, une augmentation de l'allergie dans nos sociétés modernes qui pourrait être prévenue de façon assez considérable par cette hygiène nasale répétée. Et puis, on ne le sait pas assez souvent, mais on sait que les bébés, jusqu'à 3 à 6 mois, ils ne respirent quasiment exclusivement que par le nez. Donc, si on arrive à avoir cette hygiène nasale, à la mettre en place grâce aux parents, grâce à une éducation au niveau des parents, on pourra aussi prévenir les maux du bébé le plus tôt possible. Donc finalement, l'hygiène nasale a 3 principales indications. D'abord, la prévention des petites infections ORL, mais une fois aussi qu'on a déjà attrapé ces infections ORL, eh bien, comme le rhume, la rhinite, la rhinopharyngite, on peut en diminuer l'intensité et la durée en faisant de l'hygiène nasale. Et bien sûr, il y a cette rhinite allergique qui peut être perannuelle, c'est-à-dire toute l'année, ou séquentielle, au moment des saisons polliniques par exemple, et on peut considérablement atténuer cette période intense avec l'hygiène nasale. C'est-à-dire qu'on va finalement enlever les allergènes qui vont être bloqués dans le mucus. Au niveau des fosses nasales, on va les nettoyer, du coup on aura moins d'allergènes, donc on déclenchera moins d'allergies, c'est ça? C'est ça, en fait la charge pollinique va être beaucoup plus basse et donc va conséquemment diminuer le risque allergique. Quel est l'intérêt spécifique, maintenant si on s'arrête dessus une seconde, sur l'hygiène nasale chez le nourrisson? Alors l'intérêt de l'hygiène nasale chez le bébé, c'est déjà de rappeler effectivement que jusqu'à 3 à 6 mois, il a une respiration exclusivement nasale. Donc cette hygiène nasale va permettre de diminuer le risque de complications des voies aériennes inférieures que sont la laryngite, la trachéite, la bronchite et la fameuse bronchiolite qui sévit chaque année de façon difficile. Et on sait que toutes ces petites infections peuvent avoir à la fois un risque sur la santé évidemment de l'enfant, mais ça va jusqu'à l'alimentation et aussi à la qualité de son sommeil. Donc finalement, il faut voir l'hygiène nasale comme un libérateur des voies respiratoires qui prévient ces infections ORL communes
Et ça, c'est un conseil qu'on peut vraiment donner dès la naissance. D'accord. Du coup, docteur Gigon, quels sont les produits qu'on peut utiliser en hygiène nasale? Bien, notre préférence va aux solutions qui contiennent de l'eau de mer. Pourquoi? Parce que cette eau de mer contient des oligo-éléments par rapport aux solutions salines qui n'en contiennent pas. Et donc l'intérêt d'utiliser ces oligo-éléments, c'est d'abord qu'ils permettent de renforcer l'effet barrière au niveau des muqueuses nasales notamment. Ils permettent de lutter et de renforcer les défenses naturelles contre les attaques virales, notamment également. Et puis, ça permet de réduire l'inflammation et de fluidifier les sécrétions nasales. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous rappeler finalement la différence entre les solutions isotoniques et les solutions à base d'eau de mer? En fait, quels sont les avantages? Oui, bien sûr. Alors déjà, les sérums physiologiques, il y en a des isotoniques et des hypertoniques. Mais ils ne contiennent pas d'oligo-éléments comme le contient l'eau de mer. Donc, si on prend une eau de mer isotonique, c'est-à-dire compatible avec l'osmolarité de nos tissus internes, eh bien, on a des oligo-éléments marins qui vont avoir ces effets propres. Et donc, pour nous, c'est un meilleur choix pour l'hygiène nasale. Je vous propose maintenant de découvrir les 3 nouveautés pures essentielles. Adaptées pour l'hygiène nasale, on va retrouver notamment de l'eau de mer et également un extrait de la phytothérapie, le calendula. Docteur Gigon, je me tourne vers vous, vous qui êtes expert en phytothérapie. On connaît le calendula notamment pour les propriétés apaisantes, pour la peau. Qu'en est-il justement des muqueuses? Alors le calendula, c'est une plante extraordinaire en phytothérapie, on l'aime beaucoup, parce que quand on l'utilise, elle a déjà des propriétés anti-inflammatoires reconnues. Elle est apaisante, elle est hydratante, elle est cicatrisante, elle est même anti-œdémateuse, et puis elle va jusqu'à avoir un effet antiseptique et antiradicalaire. Donc le calendula, c'est vraiment un choix raisonné et très pertinent dans cette formulation. Du coup, ces 3 nouveautés peuvent être utilisées donc, dès la naissance pour les unidoses bébés. Ensuite, vous avez 2 sprays d'hygiène nasale, un jet fort et un jet qu'on va appeler la microdiffusion, les 2 à partir de 10 ans. On va retrouver dans toutes ces formules de l'eau de mer isotonique un extrait de calendula bio et qui vont pouvoir être utilisés bien sûr au quotidien, mais aussi en cas de rhinite, de rhinopharyngite et aussi en cas de rhinite allergique. Bien sûr, l'efficacité de ces produits est scientifiquement prouvée et donc vous allez pouvoir les utiliser dès la naissance dans tous les cas d'hygiène nasale. Nous venons de parler de l'hygiène nasale, de son rôle essentiel justement en tant que prévention dans le rhume, la rhinopharyngite, la rhinite allergique. Je vous propose maintenant d'aborder la partie traitement des symptômes et surtout on va se tourner vers le Dr Gigon pour parler d'aromathérapie, de phytothérapie et comment au comptoir on peut faire un conseil associé pertinent. Donc effectivement, les pathologies de la sphère ORL sont les plus fréquemment rencontrées au comptoir du pharmacien ou même dans les cabinets des médecins. Ça consiste en quoi? Ça consiste en rhinite, en sinusite, en pharyngite aiguë et même en laryngite. Et on comprend bien que ça part des fosses nasales et par contiguïté, ça va s'exporter sur le reste des muqueuses. Donc, elles ont quelque chose en commun, toutes ces petites expressions. Elles sont principalement d'origine virale. Alors effectivement, il existe des traitements conventionnels que l'on donne en médecine pour traiter les symptômes de ces affections communes ORL, mais on est quand même limité par leur potentiel risque d'effets secondaires. Donc, docteur Gigon, comment est-ce que vous inscrivez votre conseil au cabinet avec des solutions naturelles et l'allopathie? Eh bien déjà, je la conseille parce qu'il y a une demande grandissante au sein de notre patientèle pour ces solutions naturelles. Mais surtout, ce qu'il faut dire tout de suite, c'est que leur action est rapide et bien tolérée. C'est ça ce que recherche le grand public aussi, et le docteur et le pharmacien. Ensuite, l'avantage de ces solutions, c'est qu'elles interviennent sur un champ large d'action. On peut traiter plusieurs symptômes à la fois, ce qui est très intéressant. Et puis, on a des effets additionnels, par exemple, à la fois sur la cicatrisation, le saignement, la récupération et même l'odorat, ce qui n'est pas rien. Et enfin, ça nous permet une diminution de l'exposition aux effets secondaires des médicaments dont je viens de parler. Si vous le permettez, docteur Gigon, j'aimerais qu'on s'arrête quelques instants justement sur l'intérêt des huiles essentielles dans le traitement des pathologies ORL et finalement sur les différents champs d'action des huiles essentielles. Est-ce que vous pouvez nous les rappeler brièvement? Oui, alors ce qui est extrêmement intéressant avec les huiles essentielles, c'est qu'on a une action multi-étagée. On peut avoir une action antivirale, on peut avoir une action antibactérienne, on peut avoir une action antifongique, une action anti-inflammatoire, une action anticatarrhale, une action
expectorante pour dégager les mucosités. Et puis, on a aussi cet effet qui est souvent rapporté d'une immunomodulation, c'est-à-dire qu'on vient soutenir les défenses naturelles. Comme vous l'avez précisé tout à l'heure, justement, sur ces pathologies qui sont principalement d'origine virale, est-ce que les huiles essentielles ont des propriétés scientifiquement démontrées? Je pense notamment aux propriétés antivirales. Oui, les huiles essentielles sont très intéressantes parce qu'elles ont une action de déstructuration de l'enveloppe phospholipidique qui recouvre les virus, mais aussi elles permettent en général de dénaturer les capsides protéiques qu'il y a à l'intérieur des virus. Donc cette double action permet de parler de véritable action antivirale des huiles essentielles anti-infectieuses. Donc toutes ces allégations anti-infectieuses reposent bien sûr sur un corpus d'études et de publications très importantes. Donc là, ce qui apparaît à l'écran, c'est pour vous montrer que par exemple, l'huile essentielle de titri a une activité antivirale contre le virus de la grippe, qu'on appelait le H1N1 à l'époque, et cela de façon bien démontrée dans cette publication. Ensuite, on a aussi par exemple l'huile essentielle de géranium et de citron qui peuvent diminuer considérablement au niveau des muqueuses l'expression du récepteur ACE2 qui a été impliqué et incriminé dans la pénétration du SARS-CoV-2 notamment. Donc vous voyez, on a beaucoup de publications qui nous permettent d'attester des propriétés antivirales des huiles essentielles de façon générale. Ce qui signifie finalement, c'est qu'on peut détruire directement le virus dans certains cas, et dans d'autres cas, on peut aider aussi notre corps à fermer un peu ses portes d'entrée au virus. Oui, absolument. On agit à différents stades de l'invasion virale, que ce soit sur la pénétration, sur la multiplication virale et sur sa dissémination. Et si nous faisions un zoom sur deux huiles essentielles intéressantes dans les cas des pathologies ORL? Oui, alors on peut déjà s'arrêter sur l'eucalyptus radié, qui est une huile essentielle très utilisée par les aromathérapeutes. On l'appelle l'huile essentielle des voies respiratoires hautes. Alors c'est pas pour rien parce que cette huile essentielle a une action décongestionnante, elle a aussi une action antibactérienne reconnue, bien sûr antivirale, une action antifongique et une action anti-inflammatoire. Tout cela dans une seule huile essentielle, rendez-vous compte. Et nous avons aussi l'huile essentielle de thym athuyanol, qui est une huile essentielle anti-infectieuse qui se situe au niveau de la puissance entre le thym linalol, qu'on appelle le thym des enfants, et l'huile essentielle athymol, qui comporte donc des phénols. Eh bien, cette huile essentielle est particulièrement intéressante du point de vue antibactérien, du point de vue antiviral aussi, et antifongique. Vous voyez, ce sont à chaque fois des huiles essentielles qui ont plusieurs propriétés en même temps. Merci Dr Gigon pour ces précisions. Maintenant qu'on vient de voir ces deux huiles essentielles qui vont être intéressantes au comptoir, est-ce qu'on peut s'arrêter quelques instants maintenant sur une partie un peu phytothérapie? Vous, qu'est-ce que vous conseillez au comptoir dans les périodes hivernales en prévention ou en curatif? Donc au cabinet, du point de vue de la phytothérapie, on utilise très souvent pendant ces périodes hivernales avec des épidémies, des extraits d'échinacées. Donc l'échinacée, c'est une plante merveilleuse de la famille des astéracées qui a des propriétés anti-infectieuse et immunomodulante, c'est-à-dire qu'elle nous permet de rehausser les défenses immunitaires. Elle augmente notamment les populations des globules blancs, il faut le savoir. Eh bien, cette plante peut profiter d'un background important puisqu'il y a une riche littérature qui atteste de ses propriétés anti-infectieuses, mais aussi de soutien au niveau de l'immunité. Et on sait que quand on prend de l'immunité, soit en prévention, soit pendant la période dite de guérison, de traitement, eh bien ça diminue à la fois la durée et l'intensité de l'épisode infectieux. Est-ce que vous avez un autre actif à nous conseiller au comptoir en hiver? Nous utilisons aussi de façon assez conséquente la propolis, qui est un produit de la ruche, qui est une espèce de résine que fabriquent les abeilles avec des propriétés très intéressantes comme anti-inflammatoire, anti-infectieuse et qui permet aussi de soutenir l'immunité. Merci Dr Gigon, c'est très clair. Est-ce qu'on peut parler de synergie entre l'association phytothérapie, donc les plantes médicinales, et aromathérapie? Est-ce que l'utilisation des deux va se potentialiser? Oui, absolument. C'est une action globale des ingrédients, des différents ingrédients qui vont avoir une action synergique et en plus sur différents symptômes. C'est ce qu'on appelle une action multi-étagée, notamment sur la douleur et l'inflammation, quasiment à chaque fois, mais aussi sur la congestion de la muqueuse nasale, et Dieu sait si elle est toujours inflammée et congestionnée, cette muqueuse nasale, pendant ces attaques virales. Et donc il y a aussi une altération de la muqueuse, et les principes actifs qui sont proposés peuvent permettre d'accélérer cette cicatrisation de la muqueuse. Et puis bien sûr,
Ça, on en parle depuis le début, mais on a une action systématique, quasi systématique, antivirale et antibactérienne. Donc, quelque part, on prévient aussi la surinfection bactérienne, qui est une complication assez commune aux infections virales. Et puis, on a cet effet quasi systématique de désencombrement par fluidification des mucosités. C'est ce qu'on appelle l'effet mucolytique. Merci, Dr Gigon. Je vous propose maintenant de partir sur la partie pratique. Quels sont les produits qu'on va pouvoir utiliser au comptoir dans des situations bien spécifiques? Nous avons un premier cas de comptoir. À l'officine, une maman vient nous voir. Elle nous dit depuis 2 jours, elle a le nez bouché. Docteur Gigon, qu'est-ce qu'on peut lui proposer dans ce cas-là? Typiquement, c'est une situation où il faut proposer une solution hypertonique. Et pourriez-vous nous préciser justement l'intérêt? Tout à l'heure, nous avons parlé des solutions isotoniques. Quel est l'intérêt d'une solution hypertonique? Eh bien, une solution hypertonique va provoquer physiologiquement au niveau des cellules de la muqueuse une sortie d'eau des cellules. Donc ça va liquéfier les mucosités et l'encombrement. Et donc on va prescrire ou conseiller des solutions hypertoniques quand il y a un encombrement important ou une congestion très importante. La réponse pure essentielle, c'est le spray nasal décongestionnant, bien sûr aux 4 huiles essentielles bio, à partir de 3 ans. Et évidemment, on ne contient pas de vasoconstricteurs ni de corticoïdes. On peut bien sûr l'associer en bonus au spray hydratant hygiène nasale. Oui, et c'est là où c'est pertinent finalement de proposer une solution d'hygiène nasale, soit avant qu'arrive la congestion, autant que faire se peut, mais finalement après que la congestion soit arrivée, une fois qu'on l'a traitée avec une solution hypertonique, il est tout à fait légitime d'utiliser une solution d'hygiène nasale au quotidien pour soutenir cet effet. Dans ce spray, on retrouve 4 huiles essentielles biologiques, notamment de l'eucalyptus radié, du ravinsara, très intéressante dans tout ce qui est pathologie hivernale. On va retrouver de l'hydrolathérapie, du romarin, de l'eau de mer hypertonique, comme nous l'a précisé le docteur Franck Gigon tout à l'heure, pour décongestionner, et à la fois des extraits de phytothérapie, d'apithérapie. Donc c'est vraiment une action globale sur la décongestion des narines et des sinus. Cas de comptoir numéro 2. Un patient vient nous voir à l'officine, il nous dit qu'il a le nez finalement très encombré, que ça devient douloureux, et il nous parle de sinusite. Vous, docteur Gigon, qu'est-ce que vous préconiserez et qu'est-ce qui est important de faire en cas d'une sinusite justement? Alors, rappelons que la sinusite, c'est une douleur qui vient essentiellement des sinus maxillaires pour la plupart. Donc c'est des sinus qui sont bloqués avec des niveaux de mucosité qui sont importants à l'intérieur de ces cavités aériennes, donc avec une muqueuse très inflammée. Et donc, évidemment, il va falloir jouer sur la muqueuse nasale, mais il faut aussi jouer sur les cornets et la muqueuse sinusienne également. Mais moi, ce que je préconise en général, c'est au moins d'avoir des inhalations humides, c'est-à-dire donc des vapeurs chaudes que l'on va charger en molécules aromatiques pour aller le plus loin dans les muqueuses nasales et même au-delà des voies respiratoires. Et puis, bien sûr, avoir une action vraiment concentrée au niveau de la muqueuse nasale, bien évidemment. La réponse pure essentielle qu'on va pouvoir avoir, c'est l'inhalation humide, soit en capsule, soit en flacon, donc c'est à partir de 12 ans. Vous avez également le spray décongestionnant à partir de 3 ans. Et en bonus, comme sur le cas précédent, on peut utiliser également le spray G-Fort, hygiène nasale. La seule différence, c'est que finalement, il aura une pulvérisation qui sera plus importante, donc un débit plus important qui sera intéressant dans le cas d'une sinusite. Cas de comptoir numéro 3. On a une maman qui vient et qui nous dit que son bébé de 9 mois qui est enrhumé, il a eu ça à la crèche, il a du mal à manger, à dormir. Finalement, elle ne sait plus quoi faire pour le soulager. Là, quel serait votre conseil? Oui, donc on va déjà rappeler qu'effectivement le bébé, jusqu'à 3 à 6 mois, il a une respiration exclusivement nasale, donc la moindre obstruction peut être extrêmement délétère pour lui. Et étant donné l'âge, il faut des solutions douces, avec le moins d'effets secondaires possible, et si possible sans effets secondaires. Alors, la réponse pure essentielle ici, dans ce cas un peu limitant, ça va être les unidoses bébés qu'on peut utiliser dès la naissance, qui sont bio. Je vous le rappelle, vous avez de l'eau de mer, vous avez également un extrait de calendula bio. Et on peut utiliser également le baume pectoral bébé, qu'on peut utiliser à partir de 6 mois. Donc là, la maman vient nous voir en nous disant que son bébé a 9 mois. À partir de 6 mois, on peut l'utiliser. C'est un baume qui est très calmant, on va y avoir une texture vraiment agréable pour la peau et on a 4 huiles essentielles mais qui sont microdosées. Donc on a vraiment un contrôle dermatologique et pédiatrique. Docteur Gigon, est-ce que vous pourriez nous rappeler comment est-ce qu'on utilise ces unidoses chez les nourrissons? Bien sûr, donc on prend le bébé et on le met en position déclive, on lui met la tête sur le côté et l'on met une dose par narine, on attend l'évacuation de cette dose. On peut utiliser à ce moment le mouche bébé.
Et ensuite, on répète l'opération avec la tête de l'autre côté. Voilà, il ne faut surtout pas que le bébé puisse ingurgiter ou inhaler les sécrétions par l'arrière-gorge. Mais à partir du moment où on met la tête une fois sur le côté et une fois de l'autre, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on peut répéter cette opération plusieurs fois par jour? Oui, alors ça dépendra de la clinique de l'enfant. Évidemment, s'il est très encombré, il faudra le répéter peut-être jusqu'à 6 fois par jour. Ça dépendra de l'intensité de l'encombrement. Mais disons que sur un rythme régulier, c'est au moins 2 fois par jour. Dans ce cas de comptoir présent, la maman vient nous voir au comptoir, sa fille de 9 ans n'arrête pas de lui dire qu'elle a mal à la gorge, dès qu'elle avale sa salive, ça lui fait mal. Quel conseil on pourrait donner dans ce cas-là? Dans ce cas-là, on se tourne très souvent vers une aromathérapie qui a un effet anesthésiant et relativement rapidement. On utilise très souvent donc l'huile essentielle de menthe poivrée. La réponse pure essentielle, elle est toute simple, c'est le spray gorge. Finalement, il va avoir une action immédiate et un effet anesthésiant. On retrouve 4 huiles essentielles à l'intérieur pour son action anti-infectieuse. Bien sûr, l'huile essentielle de menthe poivrée pour l'effet anesthésiant. On retrouve l'huile essentielle de thym tujanol. Et pour renforcer cet effet anti-infectieux, on va retrouver de l'échinacée, de la propolis et également du miel. Alors dans ce cas présent, on a une patiente qui vient nous voir, qui nous dit elle a la gorge irritée, ça picote, ses cordes vocales sont fatiguées. La réponse pure essentielle, elle est toute simple, c'est le sirop adoucissant. Ça va venir tapisser et adoucir la gorge, donc ça on peut l'utiliser dès 3 ans. Et également, on peut faire un conseil associé avec les pastilles qu'on peut emporter avec soi. Il y a différents arômes, soit menthe, soit pin, soit citron ou soit miel aromatique. Dans ce sirop adoucissant, on va retrouver différents actifs, notamment 3 miels aromatiques, de lavande, de thym, de citronnier, de l'extrait de propolis, et également on va retrouver des extraits issus de la phytothérapie, donc issus des plantes, notamment la guimauve, qui au contact de l'eau et de la salive va venir faire un effet mucilage, donc un effet filmogène qui va tapisser les cordes vocales pour finalement les apaiser très rapidement. Cette fois-ci, on a un patient qui vient nous voir, qui nous dit qu'il est encombré, qui tousse beaucoup. Finalement, c'est une toux sèche, mais de temps en temps, il a une toux un peu plus grasse. Il ne sait pas vraiment s'il a une toux sèche ou grasse. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas présent? Alors la toux, c'est une vraie question qu'on se pose au cabinet ou même à l'officine du pharmacien. C'est est-ce que c'est une toux grasse, est-ce que c'est une toux sèche? Parce que conventionnellement, on a des traitements différents. Et on sait aussi qu'il ne faut pas donner de traitement antitussif sur des toux productives, puisque la personne risque de s'encombrer. Mais l'avantage des solutions naturelles, c'est que, telles qu'on va les présenter, c'est qu'elles nous permettent, sans se poser la question, d'agir à la fois soit sur une toux grasse, soit sur une toux sèche, ou ce que l'on appelle une toux mixte. Donc la réponse pure essentielle, cette fois-ci, c'est le sirop toux. À la différence du sirop adoucissant, on va retrouver 4 huiles essentielles à l'intérieur. On peut l'utiliser à partir de 7 ans. Et on peut associer une autre voie d'administration. Dans ce cas-là, on pourra utiliser le baume pectoral. Les 4 huiles essentielles qui sont à l'intérieur, vous les connaissez, c'est le citron, c'est le romarin cinéole, c'est l'eucalyptus radié. On a des extraits de phytothérapie, encore une fois pour cet effet filmogène. On a du miel, de l'extrait de propolis et de l'acérola, donc c'est de la vitamine C naturelle. La webconférence touche à sa fin. Depuis qu'on a commencé, on a reçu quelques questions, donc on ne va pas pouvoir toutes les prendre. Je vous propose d'en poser quelques-unes et de profiter de la chance que nous avons d'avoir le docteur Gigon. Docteur Gigon, une question qui revient souvent, c'est est-ce qu'on peut finalement associer les huiles essentielles et prêtes à l'emploi avec des médicaments et des recommandations allopathiques classiques? Absolument, absolument. Et dans le cadre d'une pratique quotidienne, moi je les mets peut-être avant première indication et je passe, quand il le faut, aux médicaments conventionnels, si nécessaire. Mais on peut tout à fait les associer, il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas d'interaction médicamenteuse connue à ce jour. Docteur Gigon, nous avons une question tout aussi intéressante. Finalement, quel est l'intérêt d'utiliser les produits prêts à l'emploi quand nous avons à disposition au comptoir des huiles essentielles unitaires qui sont aussi très efficaces? Les solutions prêtes à l'emploi présentent plusieurs intérêts. D'abord, il y a une association phytothérapie-aromathérapie et des ingrédients naturels qui sont très intéressants, synergiques et multi-étagés au niveau de leurs actions. Et puis, il y a le côté pratique, la praticité. Et sur un public profane, c'est formidable par rapport à des huiles essentielles unitaires. Très bien, merci Dr Gigon. Et c'est vrai que c'est aussi pour ça que chez Pure Essentiel, nous apportons beaucoup de soins à avoir des produits qui sont justement dosés, avec les bonnes huiles essentielles, avec bien sûr des tests pédiatriques, de tolérance et surtout des études d'efficacité, pour finalement avoir au comptoir des produits faciles à utiliser et faciles à conseiller. Je vous propose de terminer cette webconférence par une dernière question.
Quand on est dans le cas de l'entre-deux, on est sur un enfant qui a 4 ans, qu'est-ce qu'on peut conseiller? Est-ce qu'on peut toujours conseiller les unidoses chez les enfants? Oui, absolument. On peut les utiliser même presque jusqu'à 10 ans si l'on veut. Ça dépend de l'enfant. Si c'est pratique de l'utiliser comme ça, on peut utiliser les unidoses jusqu'à très tard. Merci pour ces précisions, c'est très clair. Sachez que donc, nous avons les unidoses dès la naissance chez Pure Essentiel et nous avons également un baume enfant à partir de 3 ans avec des huiles essentielles justement dosées pour cette tolérance et pour l'enfant à partir de 3 ans. Docteur Gigon, je tenais à vous remercier pour votre présence aujourd'hui. Merci beaucoup de l'invitation. Merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous en décembre pour une prochaine webconférence en compagnie de Pierre Francohomme autour de l'antibiorésistance. Cette fois-ci, on va parler d'huile essentielle et d'infections bactériennes comme la cystite. Je tiens à vous remercier encore infiniment pour votre présence aujourd'hui et je vous dis à très bientôt.